Hello, j'espère que tu vas bien. Cet épisode, il était prévu pour le 25 décembre, mais forcément, Noël oblige, je décale sa sortie à aujourd'hui. Bon, j'aurais pu le décaler à plus tard, mais ce que j'ai à te dire dans cet épisode, c'est vraiment important et j'ai vraiment envie de te le dire au plus tôt pour pouvoir ensuite t'en dire plus avant 2024. Donc cet épisode, il sera court et je vais aller le plus droit au but possible. On va aborder trois choses. Déjà, en premier, les réseaux sociaux, ensuite, les résultats que j'ai eu cette année et enfin, une grosse annonce que j'ai à te faire. Donc sans plus attendre, c'est parti. Je sais pas si tu as remarqué, mais ces derniers temps, on assiste à une espèce de décadence des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, etc., TikTok encore pire, pardon. On assiste déjà à une baisse du reach. Donc le reach, c'est la portée organique des publications, c'est-à-dire à quel point elles vont être exposées à des personnes au moment où tu les postes ou dans les jours qui suivent. On assiste aussi à une baisse du taux d'engagement. Donc là, c'est combien de personnes s'engagent avec ton contenu via des likes, des commentaires, des partages, des enregistrements sur le nombre total des gens qui ont été exposés à ton contenu. Et d'ailleurs, à mon avis, ça, c'est la variable qui est la plus intéressante à connaître sur les réseaux sociaux. On voit aussi pas mal de bugs à droite à gauche. Franchement, c'est divers et varié. Je vais même pas faire la liste. Il y a aussi des fonctionnalités qui sont dispo pour certains comptes, mais pas pour d'autres, de manière plutôt aléatoire, a priori. Du coup, ça donne une avance à certains et ça creuse le fossé entre des comptes plus petits et des comptes un peu plus gros. Il y a aussi une hausse de la censure et des blocages de comptes pour diverses raisons. Et on voit aussi une hausse phénoménale, à mon sens, des bots, donc des robots, et des comportements robotiques qui sont clairement, à mon sens, propulsés par des outils d'intelligence artificielle qui permettent de créer des bots facilement. Par exemple, on a le like de story automatique. Tu as déjà sûrement vu ça si tu es sur Instagram, tu mets tes stories, tu as plein de gens qui regardent et tu as plein de gens que tu connais pas, qui te suivent pas, dont tu n'as jamais entendu parler, qui vont venir liker tes stories. Le but, c'est simple, c'est que tu t'intéresses à leur compte, que tu dises oh là là, il y a machin qui a liké ma story, mais qui c'est? Oh, je vais aller voir ce qu'il fait. Et tu vas voir, en général, il va être coach ou il va être formateur, ou alors il va te faire des promesses du genre génère 10 000 € par mois dès demain. Bon, voilà. Et le but de ces personnes, c'est donc que tu viennes sur leur compte et que tu t'abonnes et qu'après tu suives leur contenu, etc., etc. Et bien sûr que tu achètes leurs produits. Bon, maintenant qu'on a dit ça, c'est pas un secret, hein, depuis des années, on le sait. Des études ont été menées sur les effets des réseaux sociaux, notamment sur la santé mentale, que ce soit des adolescents ou des adultes, et les résultats, ils sont sans appel. Les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux, elles sont désastreuses. Que ce soit par exemple sur le bien-être et la santé mentale, avec notamment la comparaison aux autres, le sentiment de solitude, une baisse d'estime de soi, etc. Ou que ce soit aussi sur la concentration, avec une capacité de concentration et d'attention qui a été fortement diminuée et notamment encore plus depuis l'arrivée des TikTok, des shorts, des Reels. Et tout simplement aussi, il y a le fait de mettre en avant le paraître bien avant le fait d'être. Voilà, on veut paraître heureux, riche, libre, alors qu'en fait, on l'est pas forcément. On fait ça en fait pour être à la hauteur des contenus qu'on voit sur d'autres comptes et on veut donner nous aussi envie à d'autres d'être à notre place. En fait, c'est un cercle vicieux. La réalité aujourd'hui, c'est que des gens qu'on peut qualifier de célèbres entre guillemets sur les réseaux sociaux, ils doivent parfois, voire souvent, avoir un job alimentaire à côté pour subvenir à leurs besoins. Alors qu'il y a des personnes qui sont parfois pas sur des réseaux sociaux, en tout cas pas, ils n'ont pas de profil public, et elles vivent très confortablement en faisant du business dans leur coin. Et juste avant, je parlais de santé mentale, et là aussi, on observe depuis quelque temps un phénomène qui augmente considérablement le risque d'avoir une santé mentale diminuée, c'est l'augmentation de la haine et des propos injurieux en ligne. Même les plateformes qui étaient relativement safe il y a quelques mois, elles deviennent toxiques. Je parle en l'occurrence d'Instagram. Mais on a aussi Threads qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir, non, c'est sorti en juillet. Mais les comptes français et européens y ont eu accès il y a quelques jours. Et en quelques jours seulement, Threads est passé d'une plateforme qui se voulait bienveillante, ou en tout cas qui était dite bienveillante, à un lieu où même des créateurs de contenu sans histoire comme Tony Neves, que j'ai mentionné dans l'épisode précédent, se font insulter pour rien, parce que voilà, ils vendent leurs produits, ils parlent de sujets business notamment. Donc voilà, en quelques jours, Threads, ça a pris le chemin d'un nouveau Twitter ou X, comme si on en avait besoin, quoi. Et à ce sujet, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai encore lu une newsletter. Ça s'appelle Les Persos de Maud. D'ailleurs, je salue Maud au passage parce que j'apprécie beaucoup son contenu. Dans laquelle elle parle de ce phénomène de haters et dans laquelle elle dit notamment que arrêter de poster sur les réseaux sociaux, c'est donner raison aux haters. En soi, c'est un bon argument.
Maintenant, le souci que j'ai avec cet argument et avec tous ceux qui vont dans ce sens, comme par exemple on peut pas y échapper, il faut faire avec, bah, c'est le jeu quand on s'expose sur Internet, ma pauvre Lucette, c'est qu'en fait, on s'est juste habitué à quelque chose qui est inacceptable parce que cette chose est trop présente et elle a été trop peu prise au sérieux et trop peu sanctionnée quand il était encore temps de le faire. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, personne n'a été éduqué spécifiquement au comportement correct à avoir en ligne. En fait, on pensait tous que c'était plutôt de l'inné. On a vu, après quelques années, fleurir en fait les commentaires haineux et injurieux, et comme il n'y avait pas de système qui permettait de retrouver et de sanctionner les auteurs de ces commentaires, il y a eu un phénomène d'impunité et d'anonymat qui a donné des ailes aux personnes les plus susceptibles d'avoir ce genre de comportement. Notamment, on va retrouver des personnes qui sont plutôt frustrées, qui ont probablement pas réalisé ce qu'elles voulaient réaliser dans leur vie, ou qui ont tout simplement rien d'autre à faire, ou tout simplement qui sont bêtes. Voilà, on va appeler un chat un chat. Le souci, c'est que ces personnes-là, elles sont nombreuses, très nombreuses. Et comme je le disais plus tôt, comme les réseaux sociaux augmentent la tendance à la comparaison, et qu'en plus on se compare à ce qui souvent relève d'un mensonge ou tout au mieux d'un enjolivement un petit peu trop poussé de la réalité, eh bien ces personnes qui sont déjà frustrées ou qui ont déjà des regrets, eh bien elles voient leurs sentiments négatifs décuplés. Et ça peut rien donner de bon à mon sens. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose qu'on entend, je trouve, trop peu sur les réseaux sociaux de la part de créateurs de contenu. Non, on n'est pas obligé de subir ça et de faire avec. Voilà, aussi simple que ça, on n'est pas obligé de subir ça et de faire avec. Imagine, tu donnes une conférence sur un sujet dans un lieu public, et tu as une audience qui t'écoute, mais il y a aussi des personnes, des inconnus, qui passent dans le coin et qui peuvent écouter quelques phrases sans pour autant écouter la conférence en entier. Est-ce que toi, tu trouverais ça normal qu'un ou plusieurs de ces inconnus t'insultent en criant en public, voilà, ils passent par là, ils t'insultent, ou qui viennent te menacer? Est-ce que tu trouverais normal que personne ne réagisse ou que le service de sécurité aille pas au moins appréhender la personne ou l'emmener ailleurs? Mais moi, pas du tout, je trouve pas ça normal, c'est un comportement qui serait pas acceptable dans la société à l'heure actuelle, et je comprends pas qu'on trouve que ce soit acceptable de subir ce genre de choses en ligne. Pour moi, en fait, c'est pareil sur les réseaux sociaux, et c'est pas parce que ces comportements, ils ont été trop longtemps laissés sans conséquence qu'on doit faire avec et que ça doit être normal. Plus on va trouver ça normal, plus on va laisser faire, et plus ça va prendre de l'ampleur. Donc on peut faire sans et on a le droit de faire sans. On a le droit aussi pour se respecter soi-même, pour respecter sa santé mentale et pour respecter aussi l'audience qui nous suit, qui s'intéresse réellement à ce qu'on partage. Parce qu'en réalité, je suis sûre que tu as déjà été confronté à ce genre de situation où tu vois un contenu, tu as envie de réagir, mais en fait tu vois tous les commentaires haineux ou tous les commentaires injurieux qui sont dessous, et en fait ça te coupe l'envie de réagir parce que tu sens que tu vas te prendre un énorme shitstorm derrière, tu vas te prendre une vague de commentaires négatifs ou de commentaires injurieux ou haineux. Et en fait, pour te protéger, tu vas t'éviter de partager ton avis, ton opinion qui pourtant pourrait être positive ou constructive. Voilà, à cause de ces gens, à cause de ce genre de comportement. Et à mon sens, c'est pas normal. Voilà, tout simplement, c'est pas acceptable. Je sais que j'ai l'air très en colère quand je dis ce genre de choses, mais en vrai, c'est vrai que ça me fait un petit peu bouillir. Je pense que ça s'entend dans ma voix, je suis vraiment désolée. Normalement, je souris beaucoup quand j'enregistre les épisodes de podcast, mais ce genre de sujet, en fait, ça me fait bouillonner, ouais. Voilà. Un autre aspect important pour moi à propos des réseaux sociaux, c'est la perte de temps que ça engendre. En fait, en soi, c'est pas les réseaux sociaux qui nous font perdre du temps, c'est la dépendance qu'on peut avoir à eux qui fait qu'on va vouloir à tout moment déverrouiller notre téléphone même quand on est occupé à autre chose. Par exemple devant un film ou pire, pendant une conversation avec quelqu'un en face à face. Ça, c'est juste insupportable. Et pourtant, même moi, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais quand je me rends compte que je le fais, j'essaye de vite me stopper parce que vraiment, c'est pas respectueux du tout. Et en fait, c'est la même dépendance qui fait que même si on a l'intention de regarder qu'une seule vidéo sur n'importe quelle plateforme, on va passer 1 heure, voire plus, sur la plateforme à regarder soit des dizaines de shorts ou de reels ou de TikTok, soit même parfois plusieurs vidéos longues, notamment sur YouTube. Et là aussi, je sais de quoi je parle parce que ça m'est arrivé et ça m'arrive encore de temps en temps et j'en suis consciente. Franchement, c'est ça le pire. Je le sais, je le comprends. En fait, je comprends que cette perte de temps, elle est causée, donc comme je viens de le dire, par notre dépendance à ces réseaux sociaux, ou même médias sociaux si on inclut YouTube. Et en fait, elle a même été voulue et provoquée par des algorithmes qui ont été créés pour ça. Ces algorithmes, ils comprennent quel contenu on aime et ils vont faire en sorte de placer des contenus susceptibles de nous plaire, comme ça, juste devant nos yeux, en fait, automatiquement, sans qu'on ait rien à faire.
et ça va venir booster notre niveau de dopamine à court terme dans notre cerveau, ce qui va faire qu'on en veut toujours plus. Bref, on est tous au courant de ça, je vais pas trop faire un cours là-dessus, mais entre le savoir et agir sur le problème, voilà, il y a tout un fossé, il y a tout un monde. Malgré tout ça, les réseaux sociaux, ça peut être un tremplin phénoménal pour tout business, qu'il soit physique ou en ligne. Alors, un tremplin, oui, mais c'est pas le seul et il n'est pas infaillible non plus. Cette année, j'ai fait des tests. J'ai passé notamment plusieurs mois à poster tous les jours. J'ai posté des carousels et des reels. J'ai fait un jour sur deux. Enfin, ce que je veux dire, c'est un jour l'un, un jour l'autre. Et j'ai eu quelques résultats auxquels je ne m'attendais pas. Notamment, j'ai réussi à vendre ma première formation, Time Master. Moi, j'étais persuadée que j'allais faire des formations qui allaient faire zéro vente au début, que j'allais en faire une, deux, trois, et qu'au bout de la quatrième, voire même peut-être de la cinquième, ça allait commencer à se vendre. En fait, pas du tout. J'ai vendu directement ma première formation et j'en suis très contente. Ça a été vraiment un résultat très surprenant pour moi et très positif. Mais en réalité, quand je creuse un peu plus loin, les ventes, elles se sont faites grâce à la newsletter exclusivement. Et sur toutes les ventes que j'ai faites, il y a une seule personne parmi tous les acheteurs qui m'a connue via Instagram. Donc en réalité, quand tu regardes le ratio, c'est pas si important que ça, vraiment. Bon, aussi, via Instagram, j'ai pu établir quelques contacts avec des personnes de mon milieu et ça, c'est plutôt cool parce que c'est un milieu qui est nouveau pour moi, tout ce qui est business en ligne, tout ça. Je connaissais très peu. En fait, je consommais du contenu, mais j'étais pas actrice dans ce genre de milieu. Donc ça aussi, ça a été plutôt sympa, j'avoue. Mais à l'heure de faire le bilan, le constat pour moi, il est sans appel. Déjà, les résultats, ils sont pas à la hauteur des efforts fournis. J'ai bossé des mois et des mois et des mois, certes j'ai vendu, mais quand je fais le ratio temps-résultat, à mon sens, ce ratio, il est négatif. Parce que quand je regarde en fait ce que chaque heure de travail m'a coûté par rapport aux revenus générés, je me rends vite compte qu'en fait, c'est juste pas quelque chose que je peux maintenir sur le long terme. En tout cas, pas de cette manière-là. En réalité, j'ai passé beaucoup trop de temps à créer du contenu et pas assez à peaufiner mon système, donc mon système de vente notamment, et aussi mon parcours client. Et j'ai pas assez passé de temps à créer des produits à forte valeur ajoutée. J'ai passé plus de temps à créer des contenus assez courts, mais au final, les vrais produits de vraie valeur ajoutée, les gros produits qui nécessitent beaucoup de travail, bah, j'avais moins de temps pour les réaliser. Du coup, c'est là que j'en arrive à ce que je voulais t'annoncer. C'est là, ça y est, ma grosse annonce arrive. Tout simplement, j'arrête les réseaux sociaux. Voilà, aussi simple que ça. Mon challenge pour 2024, en réalité, ça va être de construire mon business en ligne sans créer de contenu organique sur les réseaux sociaux. J'exclus pas le fait de faire de la pub occasionnellement pour certaines choses, je détaillerai ça un peu plus tard, mais ça restera occasionnel et donc j'insiste, c'est sans créer de contenu organique sur les réseaux sociaux. Donc je vais t'expliquer aussi les raisons de ce changement de stratégie et ce que je pense qu'elle peut m'apporter. En fait, je suis convaincue que l'entrepreneuriat dit un peu underground, donc pas ou peu visible du grand public, il est bien plus puissant que l'entrepreneuriat public, entre guillemets. Tu vois, l'entrepreneuriat avec beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux que tout le monde peut voir, avec beaucoup de démonstrations publiques de ce qu'on fait, de nos résultats, etc. Et un peu de flex aussi au passage. En vrai, ça fait des décennies que le business en ligne existe. Alors, il y a eu un essor dans les 15 dernières années, mais on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour vendre sur Internet quand on y réfléchit bien. Ça s'est juste énormément développé grâce à eux, mais la vente sur Internet n'a pas existé que grâce aux réseaux sociaux. Ils sont juste venus développer ça davantage, c'est tout. Et surtout, en fait, je crois en le pouvoir des communautés. Et je crois aussi, et peut-être que je suis un petit peu optimiste, que les formats longs ont encore une belle vie devant eux. Alors oui, on est habitué au format très court, et notre capacité d'attention, elle a drastiquement chuté. Ça, on l'a dit avant. Et les créateurs de contenu, d'ailleurs, sur les réseaux, ils nous disent d'apporter de la valeur dans des reels ou dans des shorts de moins de 10 secondes ou dans des carousels qui seront oubliés 30 secondes plus tard. Mais on va arrêter les conneries là un peu, parce que en réalité, il y a très peu de ces contenus qui apportent réellement de la valeur. Ça, c'est un mot qu'on a entendu pendant 1 an ou 2 ans. Apporter de la valeur, c'était genre the conseil de tous les créateurs de contenu qui coachent les gens sur Instagram notamment ou sur n'importe quel réseau. Mais en réalité, ces coachs, enfin ces créateurs, ces formateurs, ces coachs, ils apportent des informations qu'on voit partout au même moment. Tous les créateurs de contenu ont des stratégies similaires. Ils postent sur les mêmes thèmes au même moment. D'ailleurs, je pense que tu l'as vu, on a eu la vague pendant un temps de si je devais recommencer à zéro sur nom du réseau, je ferais nan avec les mêmes stratégies qui en réalité fonctionnent pas vraiment. D'ailleurs, ces créateurs, ils se mettent aussi tous au même format. En ce moment, c'est le format des podcasts filmés, voilà. Et il y a une nouvelle tendance qui arrive, c'est, je pense que tu l'as déjà vu, il y a plusieurs créateurs français qui commencent à le faire,
C'est par exemple, tu as le créateur qui est filmé de manière un peu amateur par quelqu'un, tu vois, une deuxième personne, et le créateur est en train de faire quelque chose. Soit il est en train de travailler, soit il est en train de jouer à un jeu, soit il est en train de lire, enfin voilà, quelque chose d'assez anodin. Et la personne qui filme lui pose une question sur une thématique que le créateur traite sur son compte, et le créateur répond comme si c'était naturel, alors que non. Alors en soi, c'est mignon hein, comme format, c'est choupi, voilà, c'est un peu staged, donc c'est un peu scripté, c'est chou. Mais en réalité, tout le monde va commencer à le faire et on voit bien que c'est pas naturel. Et en plus de ça, ce qui est dit derrière, eh ben, ça revient toujours au même. On revient toujours aux mêmes conseils qui veulent tout et rien dire en même temps, qui sont pas forcément hyper concrets, qui sont très généralistes et qui au final, donnent pas forcément de gros résultats. Et en plus, ces contenus, c'est des contenus qu'on va oublier très rapidement. Voilà, pour les raisons de capacité d'attention, mais aussi pour les raisons que je viens d'évoquer. Voilà, le fait que ça donne pas réellement de conseils hyper concrets et que c'est un peu trop généraliste, un peu trop vague, et puis c'est trop rapide surtout, en fait. On peut pas réellement apprendre des choses dans la profondeur, dans le fond, on peut pas aller dans le fond des choses en 10 secondes, tout simplement. Donc ces contenus-là, ils sont là pour en fait intéresser les gens, enfin attirer, intéresser les gens. Ça fait partie d'une stratégie, c'est tout à fait entendable, hein. Mais en tout cas, il faut arrêter de croire et de faire croire que ces contenus-là vont apporter une réelle valeur et qui vont réellement apprendre des choses aux gens. Ils sont pas là pour ça, ces contenus-là. Voilà, là aussi sur ce sujet, comme tu peux le voir, il n'y a pas de langue de bois, hein. Bien sûr, je ne critique pas les personnes qui font ce genre de contenu parce que comme je viens de le dire, ça fait partie de leur stratégie. C'est tout à fait normal de faire ce genre de contenu. C'est ce qui fonctionne à l'heure actuelle pour ces personnes-là, en tout cas pour ces comptes-là. Donc ils ont bien raison de le faire. Et puis s'il y a des gens qui sont intéressés, tout ça, qui ensuite achètent chez eux, bah, je vois pas pourquoi ils arrêteraient de faire ce genre de contenu. Mais à mon sens, pour moi, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, tout simplement. Alors, se passer des réseaux sociaux, évidemment, ça va fortement diminuer l'audience. Au début, en tout cas, c'est sûr à 200%. Mais je trouve que cette audience, elle sera aussi beaucoup plus qualifiée. Déjà, il y aura des personnes qui seront réellement intéressées par la thématique que je vais traiter. Et surtout, la capacité d'attention et de concentration de cette audience-là, je pense qu'elle sera un petit peu plus grande. Ce sera sûrement des personnes qui sont capables d'écouter un épisode de podcast de 20 minutes sans problème, ou qui sont capables de lire une newsletter de 50 lignes sans problème non plus. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que j'aurai à leur partager et qui auront envie en fait de partager ces choses-là avec moi, qui auront envie d'écouter ou de lire ce que j'ai à leur partager et qui auront envie peut-être de réagir et tout ça. On pourra, je pense, construire quelque chose de constructif. Voilà, c'est un peu répétitif, construire quelque chose de constructif. Et justement, cette stratégie, elle amène à mon sens ce genre d'avantages qui sont non négligeables. Comme par exemple le fait de construire une communauté qui a réellement envie d'évoluer et d'apprendre, qui va dans le fond des choses, qui fait des choses, qui agit et qui obtient des réels résultats, en fait dans la vraie vie, voilà, pas que sur les réseaux sociaux, qui obtient de vrais résultats. Et je pense aussi que c'est ce qui va permettre de construire une communauté qui a potentiellement envie d'interagir, envie d'évoluer ensemble, de manière plus ou moins collective. Je pense que de ce fait-là, va y avoir aussi plus de bienveillance, ou du moins moins de haine, ou moins de critiques gratuites. Du coup, ça va faire un environnement plus sain, plus propice à l'évolution, plus propice aux résultats, et qui préserve la santé mentale, à la fois de la personne qui crée tout ça, donc moi en l'occurrence pour le coup, mais peut-être toi aussi, et des personnes qui suivent les contenus et qui interagissent ensemble. À titre personnel, je fais partie de certaines communautés et honnêtement, j'ai l'impression que les liens qui se tissent dans ces communautés-là, ils sont bien meilleurs et plus profonds que ce qu'on peut voir en surface sur les réseaux sociaux. Après, ça reste, encore une fois, que mon avis. Donc voilà, à partir du 1er janvier, je posterai plus sur Instagram. En tout cas pour plusieurs mois, parce qu'on verra si c'est une bonne chose et si j'arrive à développer mon business comme ça. Honnêtement, j'espère. Mais surtout, je pense que oui. Je crois que oui. En réalité, je l'ai déjà fait avec le 360 Experience Drumcamp que j'ai développé à partir de 2017. À l'époque, j'avais pas de compte Insta pour ça. D'ailleurs, j'en ai un en vrai pour ce camp-là, mais il dort. Il est inactif depuis un bail. Moi, je suis pas vraiment active dessus. Ça m'arrive de temps en temps, à chaque fois qu'il me tombe un œil, d'aller liker 2-3 stories, de suivre un petit peu le contenu des gens que je suis, mais il y en a très très peu. Donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui est important en fait, Instagram et les réseaux pour ce camp-là. Et à l'époque, j'avais pas de page non plus, en tout cas pas pour ça. Donc je communiquais simplement sur ce que j'étais en train de mettre en place, sur ce que je voulais apporter à la communauté des batteurs, sur mon compte Facebook et parfois de temps en temps sur ma page. Donc j'avais une page pour mes activités musicales, mais je communiquais pas tellement sur le camp, sur cette page,
parce que je voulais éviter de mélanger mes activités musicales sur scène et la création de ce stage, parce que je savais pas vraiment où ça allait aller, et pour moi, c'était vraiment deux choses différentes. Il y avait ce côté musical et le côté un peu plus entrepreneurial. Donc, je séparais voilà, autant que je pouvais. Donc, en gros, je partageais des idées et des annonces et je demandais l'avis des gens sur mon compte Facebook, comme je peux le faire ici dans ma newsletter. Donc, au final, c'est un petit peu la même chose à deux différences près. Déjà, les personnes qui suivent la newsletter ou le podcast, elles l'ont, choisi. Il n'y a personne qui s'est inscrit contre son gré. Personne ne tombe sur le podcast sans faire exprès ou sans chercher des podcasts sur la thématique du business ou de l'organisation. Et surtout, tout le monde peut soit quitter la mailing list, soit arrêter d'écouter l'épisode. Voilà. Alors que sur Facebook, à l'époque, les amis, entre guillemets, enfin les contacts en fait que j'avais, certains, ils étaient là pour faire la promo de leur groupe. Il y en avait beaucoup d'ailleurs. D'autres voyaient pas forcément mes posts, évidemment. Et il y en avait d'autres qui étaient même pas dans le domaine de la musique. Donc c'était un peu plus aléatoire. Voilà, les gens étaient moins qualifiés en tout cas pour écouter ce que j'avais à leur dire sur la création de ce stage. Et la deuxième différence, c'est que ma liste de contacts sur Facebook, elle est inexploitable en dehors de Facebook. Et elle m'appartient pas, surtout. Alors que ma mailing list, bah si, elle m'appartient, je peux la déplacer sur une autre plateforme, sans même que les gens s'en rendent forcément compte, d'ailleurs. Je peux la segmenter, je peux envoyer certains emails à certaines personnes et pas à d'autres. Enfin bref, je peux faire un peu ce que je veux avec ma mailing list. Et ça, pour moi, c'est un énorme point fort. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de mettre tout ça en place. Crois-moi, il y a du travail, mais vraiment, je suis hyper excitée à l'idée de commencer avec cette nouvelle stratégie. En attendant de t'en dire plus sur tout ce processus, je suis curieuse de savoir si toi aussi t'aimerais pouvoir créer ton business ou un side business, que ce soit en ligne ou en physique, sans créer de contenu sur les réseaux sociaux. Et si oui, laisse-moi un petit commentaire dans l'espace commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes l'épisode pour me dire ce que tu aimerais créer comme business ou comme side business. Et si le sujet t'intéresse, je t'invite vraiment à t'inscrire à la newsletter grâce au lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Cette newsletter, elle sera dédiée au sujet de la création de side business sans création de contenu sur les réseaux sociaux. Si tu as apprécié l'épisode, je te laisse aussi me mettre 5 étoiles ou un like selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide énormément à développer le podcast et ça va être de plus en plus important, notamment avec la nouvelle stratégie en 2024. Donc vraiment, merci à toi. On se retrouve dans le prochain épisode ou dans la prochaine newsletter. Je te souhaite un très joyeux Noël. J'espère que tu passeras un très bon moment, que ce soit en famille, entre amis ou avec une personne que t'aimes. Et très belle journée à toi.